Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier de cette occasion. Deuxièmement, j'ai entendu votre soutien de nos étudiants. J'ai ressenti la chaleur avec laquelle vous le faites. Je vous remercie tout particulièrement, vous tous, de cette humanité. Mes chers amis. Je suis ravi de vous saluer. Je vous salue depuis Kiev. Aujourd'hui, cela fait 77 jours que nous sommes en guerre, tous azimuts. Au bout de quasiment 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes là face à cette problématique de créer l'architecture de la sécurité pour nous permettre de prévenir ces guerres. L'architecture peut être différente. Cette architecture peut être sécuritaire et culturelle. Mais il nous faut cette possibilité de pouvoir résoudre tous nos différends grâce à la communication. Il est impossible d'imaginer qu'un homme ou un groupe politique puisse livrer la guerre qui tuera des millions. Et d'ailleurs, la contribution des élèves et des étudiants français dans cette lutte est précieuse. Nous nous souvenons parfaitement de ce mouvement, ce soulèvement de 1968 qui a marqué l'histoire. Maintenant, il faut arrêter l'agression de la Fédération de Russie. Et on peut le faire tous ensemble, grâce aussi à la sagesse des Ukrainiens. Oui, en effet, le monde de l'après-guerre n'a pas fonctionné. 77 jours de l'agression brutale russe. On peut dire que c'est la guerre tous azimuts qui vise à détruire l'Ukraine. Vous connaissez parfaitement Volnovakha, d'autres localités dans le Donbass. Tout a été rasé. Avant cette guerre à Volnovakha, il y avait plus de 20 000 personnes qui vivaient paisiblement. Et maintenant, regardez la ville de Mariupol. Plus de 500 000 personnes vivaient. Et maintenant, rien n'est debout. 20 000 habitants de Mariupol sont morts. Et des villes comme cela, et des exemples comme ça sont très nombreux. Des millions d'Ukrainiens étaient forcés de quitter l'Ukraine pour pouvoir s'abriter à l'étranger des atrocités des soldats russes. C'est ça, le visage de la guerre, juridiquement prouvé. Comment c'était possible? Comment est-ce qu'il est possible de permettre et de ne pas mettre un terme à cette guerre? Je ne souhaite pas vous poser des questions rhétoriques. Je cherche des réponses à ces questions, parce qu'il est question de notre vie commune, de notre Europe. Donbass, à Kharkiv, il y a des Ukrainiens qui font la cible d'attaque. Vous savez, on m'a expliqué qu'aujourd'hui, je pouvais vous parler librement et pouvais répondre à vos questions. Je ne pense pas que ce format serait tout à fait approprié.
parce que quelques questions ne suffisent pas pour comprendre toute la situation. Lorsque on s'adresse à des milliers de personnes, mais je comprends que nous n'avons un temps limité. Ainsi, j'aimerais bien vous poser des questions à vous pour qu'on ait une communication interactive, pour, par exemple, savoir quel est votre avis sur la sécurité mondiale, sur l'architecture de cette sécurité, sur la possibilité pour l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, ou bien sur votre opinion quant à la guerre et la participation à la résistance tous ensemble. Si la Fédération de Russie allait attaquer les pays baltes ou d'autres pays, est-ce que l'OTAN s'érigera pour vous protéger, vous, contre la Fédération de Russie? Je suppose que vous n'êtes peut-être pas encore allé en Lettonie. Vous ne connaissez pas non plus d'autres pays peut-être, mais surtout, je parle de l'Ukraine. Nous ne faisons pas partie de l'OTAN, nous ne faisons pas partie de l'Union européenne, mais du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on peut se protéger? Est-ce qu'on peut soutenir l'Ukraine lorsque nous défendons les valeurs européennes, les valeurs de l'Union européenne et la liberté de tous les autres? Ou bien il y a une autre question que j'aimerais bien vous poser. Un seul homme, le président Poutine, il a déclaré la guerre, il a pris cette décision seul. Comment c'était possible? Vous imaginez cela en France? Est-ce que vous pouvez imaginer en France un homme, une femme qui pourrait commencer une guerre comme cela? Bien sûr que je le souhaite à personne. Mais est-ce que vous vous sentez suffisamment en sécurité? Une autre de mes questions. Nous voyons les troupes russes qui se sont emparées de nos terres en Ukraine et ils se livrent à des tueries, ils prennent en otage. Ok, je comprends effectivement les tirs, mais je me pose la question, pourquoi ils ont torturé? Pourquoi ils ont violé des femmes et des enfants devant leur mère? Vous, en tant qu'adulte, jeune adulte, est-ce que vous pourriez expliquer ces gestes? Par exemple, une petite fille ou un garçon de 11 ans, vous imaginez à quel point il faut être dérangé pour les violer sous les yeux de leur mère. Et nous avons constaté des centaines de crimes comme cela. Ou bien il y a eu même des soldats qui violaient des bébés en se filmant et en postant ces vidéos. Et combien de localités encore comme cela, nous ne le savons pas. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les nazis commettaient des atrocités en Europe et en Ukraine. En ces 70 ans et plus, beaucoup de choses ont été acquises pour que jamais, plus jamais, ces atrocités ne recommencent. Mais
Pourquoi donc les soldats russes sont venus chez nous? Comment c'était possible? Et ma question suivante à vous serait la question sur la justice. Pourquoi dans ce monde nous n'avons pas créé de système pour faire régner la justice? Bien sûr que nous devons tout faire pour traduire en justice tous les auteurs de ces crimes. Et je suis absolument reconnaissant et je veux dire toute ma gratitude pour tous qui nous soutiennent en France, pour tout le monde. Mais comment, dites-moi, comment organiser cette justice pour pouvoir responsabiliser tous ceux de ces auteurs qui se trouvent maintenant en Russie? Si vous avez des juristes et d'excellents experts chez vous, qu'ils nous donnent la réponse pour qu'on sache ce qu'on doit faire pour faire régner la justice. Et quelles sont les modifications que nous devons apporter dans ce système de justice pour que la punition soit à la hauteur de l'atrocité des crimes? Et nous avons eu d'innombrables exemples de ces crimes. Et une autre question, peut-être pas très compliquée. Est-ce que vous êtes prêt à faire de la politique? Est-ce que vous avez l'intention et l'envie de faire de la politique? Par exemple, vous pouvez imaginer votre père qui est président de la République et qui se bat jusqu'au bout pour protéger la vie des vôtres. C'est juste pour vous expliquer mes sentiments, à quel point il faut être responsable et sentir cette responsabilité vis-à-vis du peuple. Et je me souviens, lorsque je briguais le poste du président, mon enfant n'était pas d'accord parce qu'on comprenait très bien cette responsabilité. Quel est votre avis là-dessus? Si jamais vos parents briguaient la présidence, est-ce que vous seriez d'accord? Je comprends que nous n'avons pas beaucoup de temps et je vous demande peut-être un effort de répondre à mes questions. Mais j'aimerais bien que le format de notre dialogue soit le format interactif. Bien sûr que vous pouvez poser aussi vos questions et je serai ravie d'y répondre. Merci de votre attention. Je vous écoute. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour autant de questions. On est ici dans un temple, dans le temple de la connaissance, et on n'arrive pas à la connaissance que par les questionnements. Et nous avons été questionnés par vous. Vous nous avez questionnés sur le droit international, sur ses limites, sur le droit et les lois de la guerre et ses limites, sur les règles que nous avons construites pour une communauté internationale. Et en gros, vous nous questionnez sur les imperfections des instruments que nous avons pour gérer les relations internationales, qui restent quand même des relations faites, construites par des hommes et des femmes. Et donc, vous nous interpellez en gros sur l'humanité, ou plutôt sur la manque d'humanité que nous vivons, que vous vivez chaque jour. Et c'est de cela que va porter ces dialogues avec les étudiants, et c'est très bien que ce soit un dialogue.
Ils vont poser des questions, vous allez pouvoir répondre. Je suis sûre qu'eux-mêmes vont pouvoir répondre à ces interrogations qui sont le vôtre. Mais je voulais commencer ce dialogue en soulignant quelque chose que vous venez de dire, qui est tellement importante. Le contexte de cette discussion, c'est celle de la sécurité, celle de pouvoir vivre en paix et en sécurité, qui est ce que vous cherchez, mais c'est quelque chose qui nous interpelle, nous, qui nous interroge, nous, pas seulement en tant que voisins, mais aussi en tant que pays, continent, qui a connu déjà dans le passé exactement les mêmes réalités. Donc, on va passer à notre dialogue. Et si vous le permettez, on va commencer avec Victor. Victor Mac. Victor est élève de la promotion 2020 du cycle d'ingénieur polytechnicien. Donc, il vient du Polytechnique et il représente les élèves auprès de l'administration. Victor, vous avez la parole pour questionner, mais aussi pour répondre aux questions que le président nous a posées. Bonjour, Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est vraiment un grand honneur de vous parler. Et je pense que ce serait le même honneur qu'avoir, je vais répondre à cette question, qu'avoir mon père président d'un pays. Parce que je pense qu'avant tout, c'est une fierté, c'est un engagement que prend un père pour son pays de devenir un président, que ce soit un président de la France ou un président de l'Ukraine. Je pense qu'il faut être prêt à tout dans ce cas-là. Je serais donc très fier d'avoir mon père président d'un pays, et d'autant plus d'un pays comme le vôtre. Et vraiment, je le soutiendrai. Bien sûr, je comprends, vous énonciez les craintes de votre fille par rapport à être une personnalité publique. Je comprends ces craintes, mais il faut être prêt et fier de cet engagement. C'est ce que je voulais vous dire maintenant. Je vous remercie donc pour ces 60 minutes que vous nous accordez. Et donc voici à présent ma question. Comment envisagez-vous la fin de la guerre et d'éventuels accords avec la Russie ? Merci beaucoup, Victor, de vos questions. Tout d'abord, je veux vous dire toute ma gratitude de cette certitude. Vous êtes sur un certain nombre de faits, notamment. D'ailleurs, on m'a déjà posé des questions sur mon caractère. Est-ce que le leader, un dirigeant, doit être sûr de lui ou pas? Eh bien, je connais un certain nombre de dirigeants et pour pouvoir diriger, je pense qu'il faut être animé par la volonté de vivre. Et il faut effectivement faire tout pour rendre la vie meilleure. Et je vois que en votre question, en votre posture, je vois cette certitude et j'en suis ravie. Restez, gardez cette énergie et cette certitude. Maintenant, revenons à votre question. Quand est-ce que cette guerre se terminera et comment cette guerre doit se terminer et quels peuvent être les accords? Eh bien, vous savez que la guerre se terminera pour nous uniquement lorsqu'on aura récupéré ce qui est à nous. Et ce serait juste. Vous savez qu'il faut tout garder sous le contrôle. Je ne veux qu'une seule chose, c'est de retrouver la paix pour mon pays, notre pays, et pour récupérer ce qui est à nous. Je comprends que les sanctions prises au sein de l'Union européenne font leurs effets, et tant mieux, mais nous sommes animés par cette volonté et l'envie de récupérer nos terres, nos hommes, nos femmes
Et nos élèves, nos étudiants, comme cela a été dit au début de notre conversation, sont éparpillés. Ils sont, entre autres, en France. Bien sûr, libre à eux de décider s'ils veulent y rester ou s'ils veulent rentrer à la maison, mais moi, je veux les voir chez nous. Il faut laisser le choix, et c'est le plus important, le choix de savoir où vivre, avoir ou ne pas avoir d'enfants, combien d'enfants avoir. Libre à tout un chacun de prendre un certain nombre de décisions. Et je vois que la Fédération de Russie, petit à petit, nous privait de tous nos droits. Et maintenant, on en est là. Ils sont à deux doigts de nous priver de notre choix et de notre droit de vivre, le droit ultime, le droit à la vie. Et lorsque la Fédération de Russie nous rend ce droit, oui, je pouvais peut-être entendre ici quelques dissonances. Nous nous battons pour la vie en perdant un certain nombre de vies. Mais c'est un fait, c'est ainsi, c'est pour le bien de nos enfants. Et donc, nous mettrons un terme à cette guerre lorsque nous récupérerons ce qui est à nous. J'espère que la Russie entendra notre message et j'espère que le monde entier contribuera à ce que la Fédération de Russie se mette à la table des négociations et contribue à cette justice. Ce sera même pour le bien de l'avenir, de leur culture, de leur conscience et de leur pays, de leur État. Mais bon, leurs autorités, dirigeants ont pris la décision lourde de conséquences. Et les accords, concernant les accords, nous pourrions trouver les accords par le biais d'un dialogue, comme nous dialoguons aujourd'hui avec vous aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un dialogue extrêmement agréable, mais le dialogue qui nous attend avec eux ne sera pas aussi agréable, mais il est nécessaire. Parce qu'avec un nouveau Boutcha, une nouvelle Mariupol, une nouvelle localité dans laquelle il y a des crimes, des viols, des pillages et autres, la volonté, l'envie de trouver une solution diplomatique s'amenuise. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Victor. La parole à Caroline Veil, INSP, l'Institut national du service public. Monsieur le Président, c'est une jeune femme qui se prépare à assumer les hautes fonctions de fonctionnaire à l'État français. Caroline, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président Zelensky, je me permets de m'adresser à vous au nom de mes camarades de promotion de l'Institut national du service public. Et nous tenions tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Lorsque la Russie a agressé militairement l'Ukraine le 24 février dernier, nous étions tous en stage dans une ambassade de France à l'étranger, dans une organisation internationale, une institution européenne ou au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et nous nous sommes tous sentis particulièrement concernés par le sort de l'Ukraine et des Ukrainiens. Et nous avons tous pu mesurer, pour certains d'entre nous de manière très concrète, les efforts et le soutien que la France a apporté à l'Ukraine. Et aujourd'hui, en tant que futurs hauts fonctionnaires français, nous souhaitions vous assurer de notre entière solidarité vis-à-vis de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Nous avions prévu une question sur les réfugiés ukrainiens, mais je vais peut-être tout d'abord, moi aussi, poursuivre ce dialogue avec vous et tâcher de répondre aux interrogations que vous nous avez posées, peut-être sur le sujet de l'Union européenne et de l'intégration à l'Europe. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé lundi devant le Parlement européen que l'Ukraine était déjà un membre de cœur de notre Union européenne, mais vous avez raison, les processus institutionnels sont sans doute trop lents
Et peut-être faut-il réfléchir, comme l'a évoqué le président de la République, à une nouvelle forme de structure complémentaire à l'Union européenne, une communauté politique européenne à laquelle l'Ukraine aurait peut-être vocation à participer en complément du processus d'adhésion à l'Union européenne. Je me permets maintenant de vous poser la question que nous avions préparée donc, sur les effets que pourrait avoir à terme un afflux de réfugiés ukrainiens en Europe, donc les conséquences que cela pourrait avoir sur l'Ukraine, comment dans ces conditions garantir et préserver la cohésion nationale de l'Ukraine et quels défis cela représente-t-il pour la reconstruction de l'Ukraine à terme. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup de votre question. Tout d'abord, je tiens à vous remercier du soutien. Et je le vois maintenant. Je vois notre petit drapeau accroché à votre chemise. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'Union européenne, en ce qui concerne nos réfugiés, tout d'abord, ce n'est pas une offense. C'est pour vous expliquer, avec tout le respect que je vous dois, j'ai quelques questions quand même. Ce sont des réfugiés qui sont partis de l'Ukraine. Selon nos estimations, 95%, même 98% des réfugiés, et nous les appelons les personnes déplacées, temporairement déplacées, souhaitent rentrer dans le pays. En effet, notre administration, les collectivités territoriales disent que pour le moment, il faut temporiser parce que ce n'est pas encore le temps de rentrer. Parfois, ce n'est pas sécurisé. Il y a peut-être une légère différence entre le mot réfugié et les personnes temporairement déplacées. Vous savez qu'un certain nombre de réfugiés sont partis en laissant derrière leur mari, leur père, frère. Et les femmes, les enfants, les sœurs, les épouses sont partis. Et on peut comprendre parce que les gens meurent. Et ces gens-là veulent rentrer en Ukraine. Ce n'est pas une question d'être patriote ou de ne pas l'être. C'est une question de l'affiliation avec les familles et les membres de leur famille, les hommes qui sont restés derrière. C'est ainsi que j'appellerai tous les Ukrainiens qui ont quitté et ont été forcés de quitter l'Ukraine comme des personnes déplacées, forcées d'être déplacées. Nous sommes absolument reconnaissants à vous tous du soutien que vous accordez et nous vous invitons, vous tous, à venir en Ukraine après, bien sûr, la guerre. Nous avons tout, la mer, nous avons les magnifiques montagnes, comme en France. Et nous avons aussi le potentiel, les emplois. Et bien sûr que lorsqu'on est installé, nous ne pouvons pas comme ça, en claquant des doigts, changer la vie. On ne le souhaitons pas généralement. Bien sûr, je veux vous dire toute ma gratitude à vous, à la France, à l'Union européenne pour ce soutien. Nous avons d'excellentes relations avec Emmanuel Macron. En effet, d'après ce que j'ai compris, le président Macron a dit qu'il n'y a aucune objection vis-à-vis de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais qu'il faut temporiser. Eh bien, je réponds, l'Ukraine se bat pour les valeurs. Il faut que cette volonté
et ce mouvement soit dans les deux sens. Oui, l'Ukraine veut voir son pays au sein de l'Union européenne. Nous avons montré nos forces armées ont été à la hauteur. Nos Ukrainiens sont cultivés, sont effectivement très bien. Je pense que vous avez vu que nous sommes à minima bilingues, voire trilingues, parce que nous maîtrisons l'ukrainien, le russe et l'anglais. Je redis que notre présence au sein de l'Union européenne ne pourra que renforcer la société européenne. Alors, par contre, cette question, accepter ou ne pas accepter, je vois ça à travers un exemple d'un couple, d'une jeune fille avec un jeune garçon. Et les deux vivant pendant un certain temps, la fille pose la question au garçon de savoir si il pouvait se marier. Et puis la réponse étant, eh bien, on peut encore attendre un petit peu, peut-être on n'est pas pressé. Et ça témoigne plutôt du défaut de certitude, du manque. Ça veut dire que au moins l'un des deux n'est pas sûr. Eh bien, dans notre situation, c'est la même chose. Nous nous retrouvons à table, tous à la table, mais notre chaise n'est pas là. Je pense que ce n'est pas correct parce que l'Ukraine, c'est un État indépendant, c'est un État qui mérite d'être sur le pied d'égalité. Nous respectons tous les pays européens et nous avons le droit à être respectés, pas plus ni pas moins. Je vous remercie. Merci Caroline. Je voulais dire à Monsieur le Président combien d'élèves ukrainiens et ukrainiennes nous avons dans les universités en France. Donc il ne faut pas nous convaincre qu'ils sont bons, on le sait, parce qu'ils sont avec nous tous les jours et on les connaît bien. La parole maintenant à Mathieu Dallison. Mathieu, il est étudiant à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est diplômé d'histoire, actuellement en Master 2, Histoire des relations internationales. Je crois qu'il y a plein de questions que Monsieur le Président a posées qui doivent trouver quelques échos chez vous. Mathieu, la parole est à vous. Monsieur le Président Zelensky, tout d'abord, je vous remercie de parler aux étudiants français, aux étudiants dans le monde. La jeunesse d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. Les décideurs de demain doivent connaître leur histoire. L'histoire nous apprend, dans les heures sombres que vous traversez, que nous les avons traversées aussi, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Ces heures sombres, nous avons combattu pour ne plus les revoir. Nous avons créé un système de sécurité collective qui peut-être a failli. Vous nous avez parlé d'atrocités, d'ordre de décision, on ne sait pas, de peine. Comment amener ces gens à la justice? Nous les amènerons en justice. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question par rapport à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui a été une des justifications amenées par le président Poutine, ou un prétexte donné par M. Poutine pour l'invasion de votre pays. Comment voyez-vous aujourd'hui la question de l'extension de l'OTAN à l'Ukraine, et peut-être plus généralement à d'autres pays qui pourraient être vulnérabilisés, comme la Finlande, comme la Suède? Comment voyez-vous aussi l'aide apportée par l'OTAN à la résistance ukrainienne et au-delà de ça, le rôle de l'OTAN en tant qu'organisation aujourd'hui? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre question. En ce qui concerne la Suède et la Finlande, je pense qu'ils ont fait leur choix.
Et sans aucun doute, je suis persuadé que la Russie repousse de nombreux pays à cause de cette prise de contrôle. Je pense que le choix de la Finlande et de la Suède est motivé par cette invasion russe en Ukraine. Et le peuple a fait leur choix et les dirigeants de ces pays ont fait leur choix en fonction de l'intention du peuple pour adhérer à l'OTAN. Mais je pense aussi que la Russie a tout simplement failli fausser ses intentions parce qu'ils disaient qu'ils étaient menacés et c'était un prétexte. Mais leurs actes ont poussé les autres à l'adhésion à l'OTAN. En ce qui concerne notre position, je pense que la majorité des Ukrainiens souhaitent être à l'OTAN. Parce que les gens veulent se sentir protégés. Si, à une différence près, si avant les gens voulaient se sentir en sécurité et protégés tout simplement contre la menace, maintenant les gens veulent se sentir en sécurité et protégés contre la Fédération de Russie. Eh bien, moi, personnellement, je les comprends. Je veux, lorsque je suis à la maison, me sentir protégé contre la Russie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout au début que les conséquences de cette guerre sont catastrophiques aussi pour la Russie. Mais c'est à eux de voir cela. Maintenant, parlons de l'adhésion à l'OTAN. J'ai eu les messages et les signaux, j'ai entendu du secrétaire général de l'OTAN concernant l'adhésion et je pense que prochainement, il y a de grandes chances que la Finlande et la Suède soient adhérées à l'OTAN. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, hélas, à notre grand regret, l'OTAN n'a pas trouvé de place pour l'Ukraine au sein de l'Alliance. J'ai parlé et dit que si l'Ukraine était déjà au sein de l'Alliance, cette guerre n'aurait pas eu lieu. J'en suis persuadé. Eh bien, sinon, on peut se retrouver, parler, parlementer à l'occasion de semer. Il n'y a pas de problème. Contrairement, effectivement, à la Finlande et à la Suède, qui, eux, ils ont obtenu des signaux concrets. Nous, hélas, ce n'est pas le cas. Ça, c'est la réponse à votre question. Eh bien, l'avenir nous en dira davantage et on verra bien. En ce qui concerne la Fédération de Russie, pour eux, l'OTAN n'était qu'un des prétextes de cette guerre. Ils en ont d'autres parce qu'ils ne nous considèrent pas comme peuple, comme nation, ils ne nous considèrent pas en pays. Ils veulent garder le contrôle et l'influence à 100%. Ils veulent être partout dans notre police, dans notre ministère de la Défense et même ils veulent intégrer même le Parlement, ce qui empêchera notre développement. Et ça nous empêchera de choisir notre propre voie. Il est question de notre indépendance. Eux, ils ne voient pas en tant qu'État indépendant. Mais ils vont forcément
faillir parce que forcément nous allons aller de l'avant. Et j'espère que leur peuple, le peuple russe, verra comment un autre pays peut se développer librement pour suivre l'exemple. C'est ainsi. C'est la principale raison de cette attaque. Je vous remercie. La parole maintenant à Ana Karen Agüero Rojo, élève en deuxième année du master en sécurité internationale à PSIA Sciences Po. Ana Karen, vous avez la parole. Merci. Merci de nous rencontrer aujourd'hui. La question que je veux poser est la suivante. Comment la fin de la guerre conduirait-elle l'Ukraine à construire une paix durable à long terme et à quoi ressemblerait cette paix envers l'Occident, mais aussi vis-à-vis de la Russie? Merci. Je vous remercie de votre question. Garantie de paix avec la Fédération de Russie sans les documents juridiques solides sont impossibles et vides de sens, car nous avons déjà des exemples de nombreux accords, y compris le mémorandum de Budapest. Et ce genre d'accords, ce genre de documents avec la Russie, ce genre de signature ne fonctionnait pas. Donc seule une grande coalition de nombreux signataires, un accord solide du point de vue juridique, avec les ratifications des parlements, des États signataires, je pense que ce serait la seule garantie pour nous d'avoir une sécurité. Ce accord devrait contenir un armement puissant, une armée puissante et modernisée de l'Ukraine. Ce sont des sanctions au pays agresseur qui violerait ces engagements, le soutien financier de l'Ukraine en cas d'une nouvelle violation de notre unité territoriale. Je pense que c'est ce genre d'accord puissant et surtout une armée solide et forte. Cela suffira. Rien d'autre. Je suis persuadée que nous pourrons atteindre des résultats en cette direction. Merci. Zoriana Haniak, étudiante ukrainienne en master langue, littérature et civilisation à INALCO et présidente de l'association des étudiants ukrainiens en France. La parole à vous, Zoriana. Merci. Вітаю вас, пане президенте. Я Зоряна Ганяк, третя генерація українців у Франції. Чуєте мене? Зараз чую. Donc, Zoriana Ghaniak, troisième génération des Ukrainiens en France. Je suis absolument ravie et très fière de pouvoir vous parler et de procéder à cet échange. Je vais passer en français. Comment, en tant qu'étudiants ukrainiens en France, nous pouvons aider le plus efficacement l'Ukraine? Je vous remercie beaucoup. Je pense que parmi les choses importantes, il y a surtout le soutien politique. Et vous pouvez le faire sur votre exemple. Et je pense que vous le faites sur votre exemple personnel. Tout à l'heure, la modératrice a dit qu'on n'a pas besoin de nous persuader que les Ukrainiens sont des bons étudiants. Eh bien, je pense que vous en êtes un parfait exemple par vos connaissances, par votre comportement. Vous montrez comment est notre État.
État, car souvent, on a déjà, plus d'une fois en tout cas, on a répété que les étudiants, c'est l'avenir et c'est demain que vous déciderez de l'avenir de la France, de l'Ukraine et du monde. Donc, le fait que vous représentiez notre État en France, nous en sommes fiers. Et je vous demande de faire tout pour que vous soyez le meilleur élève possible. Ce serait formidable non seulement pour vous, mais ce serait aussi formidable et important pour notre État. Merci. Slava Ukraini. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. La parole maintenant à Sacha Houard, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Master 2, un enjeu stratégique contemporain. Sacha, la parole à vous. Monsieur le Président Zelensky, je prends la parole aujourd'hui devant vous avec beaucoup d'humilité, au nom de tous les étudiants de la Sorbonne, de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains, mais aussi de tous mes professeurs, mes formidables professeurs qui m'ont enseigné la dangerosité des discours mémoriels à des fins expansionnistes. Aujourd'hui, je ne peux qu'être blessé lorsque je vois les massacres de Boutcha, me rappelant un passé trop peu lointain à mes yeux, comme celui commis par la Republika Srpska lors des guerres d'ex-Yougoslavie. Et ces discours mémoriels à des fins expansionnistes sont pour moi l'une des raisons que vous avez mentionnées de la violence commise par les militaires russes sur le sol ukrainien. Ma question sera la suivante, si vous le permettez. Après le début du démantèlement de l'arsenal nucléaire ukrainien en 1993, la Russie, tout comme les États-Unis et le Royaume-Uni, en signant en 1994 le mémorandum de Budapest, s'étaient engagés à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de la ratification du TNP. Mais depuis le début de l'invasion de votre pays, le président Vladimir Poutine a menacé d'utiliser l'arme nucléaire à plusieurs reprises. Quelle crédibilité donnez-vous à ces menaces répétées? Et enfin, quelle que soit l'issue du conflit que nous espérons favorable à l'Ukraine, ne faudrait-il pas enclencher un processus de désarmement nucléaire sur notre vieux continent? Merci beaucoup. Je vous remercie et je soutiens votre proposition, Sacha. J'ai soulevé à plusieurs reprises cette question quand on menace d'utiliser les armes nucléaires proférées de la part de la Fédération de Russie. Nous savons que la Russie n'est pas l'unique menace. Il y a d'autres pays qui utilisent cette menace et je pense que le pire, ce serait lorsque la Russie passera des menaces et de ses paroles honteuses aux actes en utilisant ces possibilités nucléaires, car ce serait un signal à tous les autres qu'on peut agir ainsi. Par conséquent, j'estime qu'il faut avoir des sanctions préventives. Et d'ailleurs, lors de la conférence sécuritaire de Munich, on a soulevé cette question. Si un homme dans les médias publiquement évoque menace d'utiliser les armes nucléaires, quelle que soit la raison, le cas, le prétexte, etc., c'est déjà un ultimatum. Et cela témoigne du fait qu'il y a déjà un discrédit total de tout accord sur la non-utilisation des armes nucléaires. C'est arrivé après la violation du mémorandum de Budapest et après cette menace d'utiliser les armes nucléaires. Donc après cela, le pays civilisé de la Russie s'est transformé en un pays de tiers-monde. Et je pense que
les leaders russes portent la responsabilité de ces paroles, car tout le monde en Russie n'est pas pour l'utilisation de ces armes nucléaires contre l'Ukraine et contre le reste du monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour les règlements civils, civilisés de tout conflit militaire, pour un règlement pacifique, mais en raison de la politique d'information menée par la Russie, le pourcentage de ces gens diminue sans cesse. En ce qui concerne le désarmement, je vous soutiens tout à fait. Je voudrais juste dire que si nous ne contrôlons pas les violations du droit international de la part de tel ou tel État, et en particulier de la part d'un État nucléaire, cela veut dire que nous ne contrôlons pas notre avenir et l'utilisation même hypothétique de telle ou telle arme nucléaire. Et si nous ne pouvons pas le faire, cela veut dire que nous devons soulever la question de la possibilité d'utilisation de ces armes et de la présence de ces armes entre les mains de tel ou tel État. Je pense que ce serait la seule solution. Je vous remercie. Élodie Papin, étudiante sur les relations internationales à PSIA, Sciences Po. Élodie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre échange. Merci également pour votre courage et pour l'énergie que vous nous donnez à tous. Vous nous avez demandé pourquoi tant de mal, pourquoi tant d'horreur. Je dois avouer que je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas pourquoi certains choisissent le mal plutôt que le bien. Je ne suis pas convaincue par Machiavel. Moi, je suis convaincue par Emmanuel Kant et par ce qu'il dit. Je suis convaincue qu'effectivement, ce qui nous remplit de joie au quotidien, ce sont les étoiles au-dessus de nous et la loi morale en nous. Donc, je voulais vous remercier déjà, juste pour tous ceux qui croient en la démocratie, de ce que vous faites pour tous ces gens-là. Donc, merci beaucoup. Je voulais revenir aussi sur une question. Vous avez été un jeune président élu. Vous avez un mandat de votre peuple pour appliquer le changement. Comment est-ce que vous vivez cette période qui est compliquée pour l'Ukraine et où vous êtes vu par l'intégralité de la population mondiale? Et comment, en tant que président, en tant que citoyen, en tant qu'homme, en tant que papa également, et vous, comment vous allez? Comment vous vivez cette guerre au quotidien? Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je pense que vous avez parfaitement raison. Personne n'a de réponse à mes questions. Mais je voudrais quitter le domaine rhétorique au profit de la réalité. Pourquoi les gens se comportent de manière aussi cruelle? Je pense que la perception philosophique serait de dire que ce ne sont plus des êtres humains. Ce sont des criminels qui ont franchi la limite, qui ont acquis une autre forme. Bon, c'est peut-être des êtres humains en fonction du nombre des extrémités qu'il leur reste, des bras et des jambes, mais ce ne sont plus des êtres humains. Ils mangent, ils respirent, mais ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des criminels. Je pense qu'il se passe quelque chose dans leur cerveau. Il y avait une bascule et ce ne sont plus des êtres humains. C'est pour cela que nous avons du mal à répondre, parce que nous sommes restés des êtres humains. Et quel que soit le mal que nous avons vu, je voudrais rester un être humain, et un homme, et pas juste un consommateur, mais un homo sapiens, un homme qui réfléchit. En ce qui concerne notre guerre, plus d'une fois dans l'histoire de son peuple, l'Ukraine s'est battue pour son indépendance. Elle s'est battue et souvent elle ne l'a pas obtenue pleinement.
En 1991, nous sommes devenus indépendants après la dislocation de l'Union soviétique. Pas à la suite d'une guerre. C'était un processus pacifique. Et c'était un grand bonheur qui a duré 30 ans. Nous en avons fêté cet anniversaire le 24 août, 30 ans de notre indépendance. Et je pense qu'aujourd'hui, nous menons une guerre pour la liberté et pour l'indépendance. Vous représentez différentes facultés. Le jeune homme qui a parlé venait de la fac d'histoire et je pense qu'on peut analyser cela. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas dans l'histoire de l'humanité que l'indépendance puisse être obtenue, une indépendance réelle, obtenue comme cela, sans coup férir? Non. Généralement, cela se passe à travers les guerres, les effusions de sang, parce que personne ne veut donner la liberté aux autres. C'est la nature de l'humanité. Aujourd'hui, nous menons une guerre pour la liberté et pour l'indépendance. Et c'est pour cela que cette guerre est aussi sanguinaire et aussi compliquée. Et c'est pour cela que l'Ukraine doit mettre fin à cette guerre. Je veux plus que tout que nous terminions cette guerre par notre victoire, car cela voudrait dire que l'Ukraine a enfin obtenu une indépendance totale, complète. Comment je vis? Je vous remercie pour cette question. Je ne sais pas. Je donne tout ce que je possède, mon travail, ma vie, mon temps, mon cerveau, mes désirs, mon désir de vivre, mon désir que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre. Mais je suis un homme jeune et je ne pense pas qu'aux petits-enfants. Je pense aussi à ma femme, à mes amis, et je pense que nous devons vivre dans un merveilleux État indépendant. Et c'est pour cela que je veux terminer cette guerre et la terminer par une victoire. Car la victoire, c'est d'abord la liberté de l'Ukraine. Je vous remercie. Si vous nous permettez, Monsieur le Président, on a une dernière question de Giovanna Martins-Vial, étudiante en master droit de l'homme, droit humanitaire. La parole est à vous, Giovanna. Bonjour, Monsieur le Président. Merci d'être ici avec nous. Je suis Giovanna, je suis brésilienne et j'étais en Ukraine il y a 3 semaines comme journaliste freelance. J'étais à Boutcha, à Irpin et à Kropliv et aussi à Kiev. Et j'étais très impressionnée avec la résilience du peuple ukrainien. Dans votre perception, comment on peut améliorer dans les médias occidentaux l'information sur la guerre en Ukraine dans un sens plus humain? Et comment on peut mieux rendre compte de la souffrance du peuple ukrainien? Dziękuję et Slava Ukraini. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord que vous puissiez porter le sentiment par lequel vous avez commencé, par le fait que vous êtes impressionné par la résilience de notre peuple. Oui, nous pleurons nos morts, quelles que soient nos forces. Même les pierres pleurent. Et je pense que vous savez pourquoi. Tout perd le sens. Et au nom de quoi? Vous êtes tous jeunes, lumineux. Peut-être certains d'entre vous ont déjà des enfants, mais sans doute la plupart, disons, n'ont pas eu encore le temps, mais vous aurez tout ce temps. Lorsqu'on a des enfants, on comprend
Au nom de quoi cette terre existe, au nom de quoi on existe et au nom de quoi tout cela existe. C'est mon opinion personnelle, bien évidemment. Et lorsqu'on perd le sens de la raison de vivre, lorsqu'on perd son enfant, c'est très difficile. Et je voudrais que vous puissiez transmettre justement cela, que notre peuple tient, résiste et qu'il défend réellement les valeurs partagées par tous. Je sais que pour comprendre la guerre jusqu'au bout, il est impossible de le comprendre si on n'est pas dans ces lieux, si on ne les a pas visités. Et je vois vos sentiments. Je vous remercie pour votre aide. Je vous remercie pour les sentiments dont vous faites preuve dans vos paroles. Mais je sais aussi, je essaie de me mettre à votre place. Peut-on comprendre jusqu'au bout ce qui se passe dans telle ou telle maison? Si ça ne nous arrive pas à nous, sans doute on ne parvient pas vraiment à le percevoir jusqu'au bout. Moi aussi, lorsque je vivais dans une Ukraine pacifique, nous voulions toujours aider les endroits à travers le monde où les choses terribles arrivaient, mais nous ne le comprenions pas jusqu'au bout. L'essentiel donc est de porter au maximum les souffrances qu'éprouvent les Ukrainiens. Pourquoi il est important de le faire comprendre au monde occidental? Faire comprendre que toutes ces souffrances, ce n'est pas que pour nous, ce n'est pas en notre nom, mais c'est aussi au nom de l'Occident. Il faut le faire savoir au monde occidental. Je sais que les sociétés nous soutiennent, les peuples nous soutiennent. La politique parfois est différente. Et il est important que les leaders soient à l'unisson avec leur société. La société est plus résolue, la société n'est pas bureaucratisée, la société est plus unie. Il est important que ce front uni de soutien de l'Ukraine existe. Il est important qu'il n'y ait pas de zone grise. Lorsque je suis devenu président, une partie de nos territoires était déjà occupée. Et il y avait une zone grise entre l'Ukraine que nous contrôlions, où la vie battait son plein, et toute cette zone grise où il y avait les équipements ennemis, les troupes ennemies, et ensuite il y avait les territoires occupés. Et il y a eu surtout cette zone grise. Et à travers cette zone grise, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de lien avec cette civilisation. Et la majeure partie de notre territoire se développait, alors que l'autre partie, elle ne vivait pas. Elle respirait pour pouvoir se lever le lendemain. Et c'est tout. Il n'y avait plus rien de vivant. Il n'y avait plus de civilisation. Et donc, ce gouffre entre nous, c'est justement cette zone grise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire disparaître cette zone grise? Il n'y a pas d'équilibre entre la Russie et l'Ukraine dans cette guerre. Comprenez-le bien, c'est une question de civilisation. C'est la question de savoir qui a commencé cette guerre. C'est la Russie qui mène une guerre de manière très concrète contre l'Ukraine et de manière très précise sur notre territoire et tue de manière parfaitement concrète notre peuple. Nous répondons à tous ces meurtres, nous tirons en réponse sur les militaires russes, nous les tuons aussi, mais on ne peut pas mettre en signe d'égalité, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de conflit. C'est une guerre ouverte. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de faire connaître la réalité. N'aime pas ce qui est positif. Nous ne voulons pas de vérité artificielle. Ce que je veux, c'est que les gens prennent conscience de la réalité, et encore une fois de la réalité, car c'est cela qui nous aidera, car c'est dans cette réalité, l'Ukraine est agressée et la Russie est l'agresseur et l'Ukraine résiste et riposte. Merci. On nous dit que vous êtes
prêt à prendre une dernière question, Monsieur le Président. La question vient de Gaspard Saint-Lars de la Sorbonne. Gaspard, la parole à vous. Oui, bonjour, je m'appelle Gaspard Saint-Lars, je suis étudiant à Sorbonne Université en licence de géographie et aménagement. Et je voulais vous demander quelle place vous pensez que les universités, en particulier les étudiantes et étudiants et la jeunesse peuvent avoir pour aider le peuple ukrainien et pour permettre la libération de l'Ukraine. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie de votre question. À vrai dire, la jeunesse, notre jeunesse est aujourd'hui à la guerre. La jeunesse s'est engagée. Nous avons eu des longues files d'attente de nos jeunes, de nos étudiants qui faisaient des files d'attente interminables devant les commissariats militaires parce que tous, ils voulaient se battre et défendre notre indépendance. Et c'est ce qu'ils font. Beaucoup se sont engagés dans la défense territoriale pour défendre nos villes. Il y a eu beaucoup de groupes de saboteurs dans différents endroits de notre pays. Donc la jeunesse la plus intrépide s'est engagée, se bat aujourd'hui dans l'Aisne. Je dirais que notre armée est relativement jeune. L'armée puissante a commencé à se former à partir de 2014-2015. Lorsque l'occupation a commencé, l'agression a commencé de la part de la Fédération de Russie, nous n'avions pas d'armée puissante, nous avons eu des bénévoles, des volontaires, et c'était pour la plupart des jeunes qui s'engageaient, et c'est eux qui constituent aujourd'hui l'armée ukrainienne. Ce sont des patriotes qui visent la victoire. Parfois, on ne sait même pas quoi faire de toute cette énergie, mais ce sont des gens forts, avec une immense foi en l'avenir de l'Ukraine, avec une immense certitude et une énergie incommensurable. C'est ce que j'avais évoqué en réponse à la première question. L'énergie est d'une grande force et la jeunesse possède cette énergie. C'est cette réalité et cette possibilité de gagner et de vaincre. Parfois, nous, en tant qu'État, nous sommes 28 fois plus petits que la Russie, mais nous sommes un jeune État. Notre État a 30 ans et c'est pour cela que nous nous battons ainsi et pour cela que nous croyons en notre victoire qui viendra immanquablement.